mieux comme ça que là. Comme tu veux. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Madame la Présidente, Claudette Co. Très heureux de me retrouver à côté de vous, les uns et les autres. Tous les ans, depuis de nombreuses années déjà, on se retrouve à la même époque, au même endroit, pour une cérémonie officielle d'annonce du lauréat de l'année du prix littéraire de la ville de Caen. Bon, je tiens à vous préciser que je ne sais pas plus que vous qui sera le prix littéraire 2025. Alors c'est un prix important, non seulement parce que c'est le prix littéraire de la ville de Caen, et j'en profite pour excuser Aristide Olivier qui m'a demandé de le remplacer ce soir et de vous transmettre sa sympathie à la présidente qu'il a rencontrée tout récemment. C'est un prix littéraire important parce que c'est le prix littéraire du millénaire de Caen. 2025, c'est à la fois 25 ouvrages que les membres du jury ont lus, et je les en félicite et je les en remercie bien évidemment. Quelques-uns sont assis devant vous, pas tous. 25 ouvrages, l'année 2025, l'année du millénaire de la ville. J'en profite d'ailleurs pour dire que ce millénaire sera très important. Il se passera des choses absolument magnifiques pendant ce millénaire, vous n'en doutez pas. Mais sur le plan strictement littéraire, il y aura, lors de la semaine de l'histoire, un salon littéraire, un salon du livre d'histoire plus exactement, et qui n'aura pas l'ampleur de notre salon du livre époque. Je vois toute l'équipe qui est là, bien évidemment, qui se déroulera comme d'habitude le dernier week-end de mai, c'est entre le 23 et le 25 mai. Et je vous rappelle à ce propos que le ou la vainqueur de l'édition 2025 sera, comme d'habitude, invité du Salon du Livre de Caen et sera interviewé, comme d'habitude aussi, par Claudette Co dans le cadre du salon. Je n'en dirai pas davantage parce que je sais que vous êtes très impatients de savoir, par la voix de Claudette, qui l'a emporté cette année, mais auparavant, il y a tout un travail qui va vous être fait par nos lecteurs qui sont ici pour présenter les ouvrages qui ont été présentés cette année. Bonne soirée. Oui, cette année, nous avons présélectionné 16 romans. C'est beaucoup, mais nous n'avons pas voulu en rejeter quelques-uns. D'habitude, c'est à peu près 10, 11. Alors, je signalerai tout de suite... Voilà. Je signalerai tout de suite que ce 16e livre, qui par ordre alphabétique était à la fin de notre liste, comme vous avez pu le voir sur l'affiche dehors, il était par ordre alphabétique, il était le 16e, mais voilà qu'il se retrouve hors compétition. Pourquoi ? Quand nous avons lu ce livre, quand j'ai eu connaissance de ce livre, je me suis renseignée auprès des attachés de presse qui m'ont confirmé qu'il correspondait à nos statuts. Quand nous avons reçu le livre et quand nous avons lu le livre, nous nous sommes posé des questions que cette ville normande me semblait, à moi, qui venais du pays de Caux, plus du côté d'Étretat ou de Dieppe, etc. Donc, après recherche à nouveau, alors auprès de l'auteur et auprès de l'attaché de presse, il s'est avéré que Elliot Ruffel, qui nous fait un premier roman qui est magnifique, est d'origine de Dieppe, a fait ses études au Havre et n'a aucune attache, que ce soit en Manche ou en Calvados ou dans l'Orne. Donc, à notre grand regret, nous l'avons mis hors compétition, mais nous voulions attirer ce livre et votre attention sur ce livre qui, pour un premier roman, est magnifique. Et je crois savoir, n'est-ce pas, qu'il sera au Salon du Livre. Donc nous serons d'ailleurs nous-mêmes contents de le rencontrer. Comme il y a beaucoup de livres et que nous ne voulons pas trop vous garder longtemps,
si vous avez d'autres choses à faire. Nous avons, d'habitude, nous présentons les 10 ou les 11 livres. Nous allons vous les présenter tous, mais nous avons choisi, pour le format et le temps, nous avons choisi simplement de ne vous en présenter en lecture que 10. Mais nous tenions à vous indiquer les 15 autres. C'est donc parti. Quelques jours après la commémoration des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz, ce livre nous emmène à Buchenwald, qui ne sera libéré que quelques mois plus tard, en avril. Buchenwald, avec quelques-uns de ses martyrs et de ses rescapés, les derniers sur la liste sont 3 sur 37 détenus. Vous savez sûrement que de très nombreux prisonniers étrangers avaient des fonctions d'encadrement, c'était parfois une manière de sauver sa peau. Et l'un d'entre eux traverse le livre, c'est le résistant français Alfred Balachowski. Il était entomologiste dans le civil. À la Schneiderei, l'atelier de confection du camp, Balachowski a récupéré la veste engluée de sang de l'un des 12 fusillés, le capitaine Pierre Mulzan. Elle est percée de 5 trous. Il en retire la bande de tissu portant son matricule, ainsi que l'écusson triangulaire surmonté d'un F. Seul souvenir du valeureux camarade. Mulzan avait recruté dans son réseau SOE en Seine-et-Marne un ancien étudiant de Balachowski, Pierre Deganet, qui avait échappé à la rafle de l'École nationale d'agriculture de Grignon, où lui-même avait été arrêté. Sur une page de ses feuillets secrets, Balachowski a consigné les adresses anglaises et françaises des 37 membres du groupe, toutes sauf une, étrangement, celle de Pierre Mulzan. Ce fut pourtant lui, 6 mois plus tard, qui remettra en main propre à sa famille le triangle rouge et le matricule du défunt. C'était le numéro 13474. Parmi les derniers sur la liste, il en est un que nous connaissons tous, c'est Stéphane Hessel. Et lui aussi traverse ce livre avec son optimisme et toute sa poésie. Et vous savez bien, il en sort vivant. L'un de ses compagnons, c'est le capitaine Harry Pelvé. C'est un franco-britannique qui était aussi engagé dans le SOE. Harry veut récupérer les papiers militaires de ces 2 prisonniers belges afin de les remettre en bonne et due forme aux Américains. On est en septembre 1944, non, c'est plus tard, hein, je ne sais plus quelle est la date, pardon, je suis dans la lecture là. Il les a entraînés hors de la casemate afin de mieux surveiller les alentours. Paquets de cigarettes, portefeuilles, briquets, boussoles, canifs sont jetés au sol, ainsi qu'un petit étui en cuir rouge d'où s'échappent plusieurs photographies au bord dentelé. Des photos qui ressemblent à des cartes postales polissonnes. Intrigué, Harry s'accroupit pour les regarder de plus près tout en maintenant en joue ses 2 prisonniers. Sur ces photos, une douzaine de femmes tondues grelottent nues sous la neige. Certaines font des bonds en cadence, les bras levés, sous l'œil hilar de SS débraillés qui applaudissent en s'enfilant au goulot de grandes lampées de bière. Et parmi ces femmes qui sautent nues dans la neige, Harry reconnaît Violette. Violette, c'est Violette Szabó qui mourra quelques jours plus tard à Ravensbrück et que Harry Pelvé avait croisé dans une mission pour le SOE quelque part en France. Voilà, c'est un livre très documenté qui est signé Grégory Saint-Gall, qui est à la fois bayeuxin, traducteur et aussi entomologiste à sa manière. Une étrange sensation de liberté. Voilà. Une étrange sensation de liberté m'accueillit une fois dehors. Tout était blanc,
les rues, les sapins, le toit des maisons, les façades luisantes couvertes d'une couche de givre frais. Wallenstein apaisé et serein. De nouveau, j'empruntais l'ancien chemin des Thermes. Là-haut, le Val d'Ambassador, enfoui sous la neige, semblait un manoir de sucre. Les dernières lueurs de l'aube, à peine dissipées, dressaient un glacis d'or nappé de brume. Maman était restée à l'Ambassador pour préparer le grand bal annuel de la Silbermonde. Cette soirée fut notre dernier instant de grâce. Le petit orchestre jouait des valses dans le hall. Les curistes et les habitants du village, en smoking et robe longue, descendaient le majestueux escalier de marbre à double volée, bordé de chandeliers géants et de statues torchères. Les coupes de champagne défilaient sans interruption sur des plateaux, grâce au personnel du palace en livrée. Après son discours traditionnel, maman s'était installée au piano pour jouer notre berceuse préférée, accompagnée par l'orchestre. Telle était la vie insouciante, baignée de musique au Val d'Ambassador, ce palace lieu de cure réputé avant le drame et l'occupation ennemie qui va ensevelir la station thermale et son palace sous une chape de plomb. Quand Wald, le héros, revient 30 ans plus tard pour comprendre ce qui s'est passé, tout n'est que ténèbres. L'autocar m'a laissé à l'orée du chemin de terre. Une longue marche m'attendait. Wallenstein se mérite. À vrai dire, ce soir, le chemin de terre est un chemin de boue. Je sors ma lampe torche du sac à dos déjà détrempé. Commence alors ma progression solitaire entre les rideaux de troncs, d'arbustes et de roches. Derrière moi, mes souvenirs. Devant moi, rien, ou presque rien à venir. Belle escorte. Combien de fois ai-je marché ici? Combien de promenades au soleil frais des printemps sans nuages? Une main dans la mienne, celle de ma mère, celle de mon frère, parfum des épineux, parfum du bonheur avant que tout n'éclate. Mes souvenirs rétrécissent, le chemin se fait sentier. Ne pas se perdre, je lève la lampe, le ciel s'est retiré, à peine si j'aperçois la cime des sapins. Ce n'est que longtemps, très longtemps après que je la vois, nichée dans la montagne. Cette lumière d'autrefois à la fenêtre de la chambre. Du bâtiment, je ne distingue rien, sa façade se fonde dans le fouillis de l'obscurité. Qui veille encore là-haut après tout ce temps? Qui éclaire chaque nuit la chambre de ma mère? Je tremble un peu, pas à cause du froid ou de l'humidité. C'est le tremblement de l'enfance revenue. Dans quel pays est-on? On ne le sait. Entre montagne et océan, ce royaume imaginaire a des airs de la Ruritanie du prisonnier de Zenda, de la Malécardie de Jules Verne, ou plus proche de nous, de la Sildavie de Tintin. Wald, notre héros, devra parcourir les chemins de la forêt, revisiter les eaux thermales du domaine, les carrières de marbre, pour enfin connaître la vérité. Un fil conducteur, les sculptures de son mentor Ambrose. Catherine était contrariée. Vous savez comment il est, Alain. Il ne peut pas s'empêcher de provoquer. Elle espérait que ça lui passerait. Vous savez bien, c'est plus fort que lui. Il faut qu'il provoque, il n'y a rien à faire. Mais là, dans la voix, dans le reflet des yeux, une colère. Je crois qu'il ne va pas revenir sur sa position. Je suis très embêté. Vous êtes au courant? Il s'était fait élire à l'Académie française, mais il ne voulait pas se faire recevoir. La cérémonie de réception à l'Académie française obéissait à des rituels auxquels Robbe-Grillet refusait de se plier. D'abord, l'épée. Il n'en veut pas, alors il est allé chercher des exceptions dans le règlement de l'Académie. Eh bien, figurez-vous que les ecclésiastiques sont dispensés d'épée.
Madame Robbe-Grillet semblait avoir envie de pleurer. Vous savez ce qu'il leur a dit? Qu'il devait lui appliquer cette règle parce qu'il est le pape du nouveau roman. Ce mauvais esprit avait provoqué une amorce de rire. Catherine l'avait fait taire. Enfin, si ça vous amuse, évidemment, mais ça n'a pas du tout fait rire les académiciens, mais pas du tout. Vous pouvez me croire. Puisque vous avez l'air d'aimer ça, il y en a encore. La nouveauté du jour, c'était que Robbe-Grillet refusait de soumettre son discours à la lecture préalable des académiciens, au motif que l'oral et l'écrit étant deux choses différentes, ou qu'un discours étant fait pour être dit et non lu, il ne l'écrirait pas. Isolées dans un coin des deux magots, elles observaient Robbe-Grillet sourire en travers de la barbe. Il avait tourné la tête et d'un geste large de la main, lui avait fait signe de le rejoindre. Sourcils en l'air, très maîtresse de maison, Robbe-Grillet lui avait tendu un plateau avec des machins apéritifs dedans qu'il avait subtilisés au serveur. « Hé, tu as maigri, ça te va bien, hein? On voit mieux tes yeux. Enfin, mange quelque chose quand même. » Il était drôlement chic avec sa petite chemise. « T'en penses quoi? De quoi? De votre chemise? Mais non, enfin, de tout ça. Je me demande ce qui vous a pris. Catherine m'a dit pour l'épée, le discours, je me demande bien... » Silence. Sourire à nouveau. « Tu es bien habillé, dis-moi. Fais voir un peu. » Attrape la taille, pince la hanche. « Ah non, hein, je vous ai prévenu. Mais enfin, pourquoi ne veux-tu pas que je te tripote? Parce que c'est comme ça, c'est tout. Je t'ai déjà dit pourtant, les filles cherchent des pères. » Cacahuète, contentement, sourcils levés, encore. Et elle, pas des grands-pères. Joseph avait avalé son olive de travers et Laura lui tapait avec violence dans le dos pour l'empêcher de décéder là, au milieu de la fête, avec les gens médiatiques, politiques, artistiques, les huiles de la subvention. Il avait bu de l'eau et avait soufflé à voix très basse. « Mais tu lui as dit ça? Tout de même, les filles, aujourd'hui, vous n'avez aucun respect. » Retrouver Blanche est un roman de l'enfermement et du non-dit. À l'hiver 2020, tout juste licenciée de son emploi mais pourvue d'un petit héritage, Anna achète sur un coup de cœur une maison en viager dans les marais du Cotentin. Augustin, 82 ans, a décidé de s'installer dans une résidence pour personnes âgées et de financer ainsi ses mensualités. C'était sans compter sur le confinement et le gel des admissions qui contraignent Anna et Augustin à cohabiter. Pour tromper son ennui, Anna entreprend de rénover sa chambre et découvre dans une cache, derrière des couches de papier peint, des lettres et un carnet écrits par Augustin en Algérie entre 1958 et 1960. Lors d'une guerre qui ne disait pas son nom. Des lettres qu'il n'a jamais envoyées à Blanche, son amoureuse, parce qu'on ne raconte pas l'indicible. Blanche, moi aussi j'ai froid. Je dors à même le sol, je dors à la mauvaise étoile. Je suis sec, douloureux, je suis un arbre mort. Je tremble, je deviens fou. Mes jambes, mes bras, mon cœur, mon estomac. Je m'assois et je pleure. Je n'ai pas de larmes, alors personne ne le remarque. Je suis tout seul. Et le fait d'être seul, à savoir que je pleure, augmente mon chagrin. Chacun le porte, son chagrin. Chacun s'en accommode. Il est lourd. Si lourd qu'il devient impossible de supporter celui des autres. Je pense à nous, je pense à toi. Nous ? Ça n'existe plus. Je ne suis plus avec toi. Et cette lettre, comme les autres, je ne te l'enverrai pas. Plus tard, en fouillant dans la bibliothèque d'Augustin, Anna découvre, cachées derrière les livres, les lettres envoyées par Blanche. Victime des préjugés de l'époque et de son entourage, elle aussi vit un calvaire, enfermée dans un triste et sombre pensionnat de Granville.
Matin de givre, j'écris même si tu ne me réponds pas. J'espère que ces mots te parviendront avec toute ma tendresse. Quand je suis arrivée, j'étais persuadée que tout le monde savait pour mon histoire. J'avais honte. C'est si horrible de se sentir coupable. De quoi? Qu'ai-je fait? Rien de ma propre volonté. Ce que j'ai fait, c'était sous la pression de ma mère. Elle a beau jeu maintenant de faire cette tête d'enterrement. Moi, ce que je voulais, c'est que la vie continue, qu'on ne la brusque pas, qu'elle se répande et s'étende. Elle répétait que j'étais encore une enfant. Et toi qu'on envoie à la guerre, n'es-tu pas un enfant? Je lui ai dit, je lui ai crié. Si j'avais pu, je lui aurais craché au visage. Elle ne m'a pas laissé le choix. Ce que j'ai fait, ce qu'elle m'a fait, et puis cette femme, tu le sais bien, je n'ose même pas écrire le mot. Qu'est-ce qui est le plus violent? D'avoir un enfant trop tôt ou d'envoyer des enfants à la guerre? Ici, c'est la mort, là-bas aussi, apparemment. Lorsqu'enfin est levé le confinement au printemps 2020, Anna, avec l'aide de son fils et des réseaux sociaux, entreprend de retrouver Blanche. Je ne vous en dirai pas plus. Le reste, vous le découvrirez en lisant le roman. Rude et bouleversant, le roman de Pascal Manoukian, La pesée des âmes, entraîne dans la ville d'Alep, assiégée par les tueurs de Bachar el-Assad. Reporter de guerre, comme son père, Ernest Bollard a laissé à Paris, compagne, enfant à naître et suspicion de cancer. Le voilà confronté en direct à la mort, au chaos, et aussi à l'instinct de survie des résistants au dictateur syrien. Il croise hommes, femmes, enfants, dans des ruines où l'insolite, la débrouille, voire la cocasserie, le dispute à la cruauté de situations insoutenables. Un exemple. Les reflets du flash de l'explosion pétrifient les blessés entassés dans les couloirs de l'hôpital improvisé. Le baril de poudre largué par l'hélicoptère a prévenu les survivants de leur mort toute proche d'un long sifflement. L'artificier de l'armée syrienne a réglé la mèche pour perforer les 6 étages de pierre blanche et déclencher la charge au niveau des couveuses. Nazeli a juste le temps d'arracher le nouveau-né à ses cathéters avant de chercher leur survie dans un nuage de sang et de poussière. Le souffle a pulvérisé une rangée entière de vies à peine commencée. Le petit cœur tout sotte repart un instant, puis cale pour de bon entre ses doigts. D'une bombe à l'autre, il n'aura battu qu'une heure. Dehors, un vieux kurde lui tend son kéfi. Elle l'entoure en linceul autour du petit corps. Ils sont 12 maintenant, blancs comme des bâtonnets de craie, alignés sur la dernière marche encore intacte de l'escalier. Nazeli, jeune femme d'origine arménienne, et Ernest sont les personnages clés de ce roman. Le livre traite en parallèle de la guerre à Alep et de la tension qui règne au sein de la chaîne de télé qui emploie Ernest. Celle-ci vient d'être acquise par un financier qui raisonne en part de marché. Nazeli en vient à pousser Ernest dans ses retranchements quand elle l'interroge sur son métier, avec ce jugement sévère. Parce que, aussi sincère que vous soyez, vous n'êtes qu'un intermittent de notre malheur. Il y aura toujours une porte ouverte pour vous, un retour en arrière. Vous n'êtes qu'un visiteur de prison. Nous sommes dans le couloir de la mort. Nous n'avons aucune échappatoire. Vous, si. C'est l'heure de la pesée des âmes, dit-elle plus tard. Chaque courage, chaque lâcheté fait pencher les plateaux de la balance d'un côté ou de l'autre. Voilà Ernest à la croisée des chemins. Lui, le lecteur, lui, n'est pas au bout de ses surprises. Ah si. Ironie glaçante, les fusils ont aussi une âme. C'est ainsi que l'on appelle les rayures à l'intérieur du canon
Elle confère à la balle son effet de rotation, sa régularité et sa précision. Nazeli voit le combat perdu. Dans la réalité, Bachar el-Assad n'a pas gagné. Mais quel avenir pour la Syrie ? Ce qui sortira de mon ventre, pensait Estélia, garçon ou fille, il ne sera pas vraiment désiré. Un petit être voué au malheur, puisqu'il va naître au sein même du malheur. Cela faisait 5 ans qu'Estélia ne s'était pas retrouvée enceinte. Elle s'était faite une raison. 5 enfants. Elle avait déjà 5 enfants. Elle avait fini par admettre qu'elle n'aurait jamais ces 7 enfants qui, pour une Rwandaise, marquent la plénitude de la maternité. C'est alors qu'on peut porter la tête haute, son urugori, que les Bazungu traduisent pompeusement par couronne de maternité. Une bien humble couronne, un simple bandeau d'écorce de tige de maïs. Mais quelle fierté d'arborer ce symbole devant toutes les femmes de la colline, montrant ainsi qu'on a rempli son devoir de bonne épouse, assurer la perpétuité du lignage. Elle avait mis au monde 2 garçons, 3 filles. L'aînée était la bienvenue, c'était elle qui allait seconder la mère pour les autres enfants à venir. Mais le malheur avait voulu que les 2 derniers soient des filles. N'accoucherait-elle désormais que de filles ? Et si son ventre portait encore une fille ? Elle entendait déjà les moqueries que ne manqueraient pas de faire derrière son dos les voisines et les commères qui se réunissaient tous les dimanches après-midi dans l'arrière-cour pour une séance collective de tété. Vous l'aurez compris, la naissance de Julienne n'est pas bien accueillie. Dès ce moment, Julienne devra lutter contre son entourage, contre les préjugés, contre les traditions familiales au Rwanda pour surmonter les malheurs et réussir sa vie. Lutter pour faire des études, lutter pour rejoindre sa sœur Lydia, sa protectrice et son guide, partis au Burkina voisin. Ce sera son premier exil. Et puis elle devient la maîtresse noire d'un blanc, Bob, un Belge qui fait des affaires en Afrique. Et là encore, sa situation n'est pas assurée. Elle est dépendante de Bob et elle s'ennuie. Vient alors le 2e exil, avec Bob qui retourne précipitamment en Belgique. Julienne passe du soleil africain aux brumes de Bruxelles et s'ennuie encore dans un grand appartement, solitaire. Toujours pas de bébé. C'est pourtant si important pour une Rwandaise. Sa rencontre avec Julien, c'est le grand amour partagé. Reconnue enfin, heureuse enfin, mais l'horizon s'obscurcit à nouveau. Voilà l'histoire de Julienne, la petite fille rwandaise, la mal-aimée, qui toute sa vie lutta contre le malheur. C'est une histoire de femme totalement inspirante par les portraits qu'il brosse. Le livre, de par les caractères différents et bien campés de ses héroïnes, échappe à tout mouvement caricatural et pose les vrais problèmes de transgression sur une île où l'on parle d'impensable violence. Et c'est le personnage principal, Lila, relatant à son amoureuse les faits survenus dès l'âge de 8 ans, à savoir le viol régulier dont elle a été victime par son père, qui par sa quête obstinée exploitera tous les moyens possibles d'une jeune fille moderne, y compris les rites de tradition chez sa grand-mère auprès de laquelle elle s'est pour un temps réfugiée, de s'affranchir de cette violence. Cette quête
et la volonté d'aller jusqu'au bout de cette vérité va ébranler toute la famille et une partie du système également. Car non seulement n'est pas pris en compte l'inceste régulier commis par le père, mais en plus, et à sa demande, est mise en prison l'amoureuse pour mœurs contre nature, tandis que la fille subit une rééducation religieuse ku-klux-klanesque par la secte de l'éveil à laquelle appartient l'honorable père. Elle ne veut qu'attirer l'attention. Malheur de notre temps, Lila en arrive à m'accuser de l'avoir violée. Je n'ai rien fait qu'elle n'ait voulu. Je ne suis pas un violeur, ma chérie, je n'ai pas le profil. Je t'ai fait quelques caresses, des bisous sur ton minou, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Et puis tu ne disais rien. Je suis un bon pédagogue. Tu ne semblais pas détester cela. Telle mère, telle fille. C'est vrai qu'après cela m'excitait, surtout quand tu mouillais bien sous mes doigts ou quand tu me prenais dans ta bouche, mais je ne t'ai pas violée. Tu dis que c'était depuis longtemps, depuis que tu étais toute petite. Je ne m'en souviens pas vraiment. On se faisait des câlins de temps en temps. Tu refusais que je t'embrasse la bouche et je ne t'ai jamais forcé. J'ai arrêté quand tu as fait signe de ne pas vouloir. Tu n'avais pas besoin de porter plainte. Je ne voulais que te faire plaisir. Je ne voulais pas te faire du mal, en tout cas, sauf une fois, j'avoue. J'étais en colère, tu te comportais comme une raclure. Franchement, quand ta mère m'a dit que tu embrassais une fille devant notre porte, cela m'a mise hors de moi. Et moi qui tenais à préserver ta virginité. Et Dieu sait ce que tu fais ailleurs. Tu ne t'étais pas opposé quand je te possédais, ton visage rompait avec le visage d'une fille à son papa. D'effrayé, tu devenais avide, tu te pâmais, hein? Qu'est-ce que tu m'excitais? Je n'oublierai jamais. Mais allez, il faut oublier tout ça maintenant. Allez, allez, on oublie tout. Ne ris pas. Je t'interdis de rire. Nous sommes ce que nous faisons et notre conscience nous le montre. Tu as beau le cacher, tu as beau faire semblant de rire, tu le sais, tu ricanes, c'est la conscience qui fait l'humain, c'est écrit sur le fronton de ton académie. La conscience détermine ce que nous faisons et notre sens ou pas des responsabilités. Tu en es totalement dépourvu. Tu le caches derrière un statut d'honorabilité alors que tu vis en esclave volontaire de tes pulsions. À la fille d'une aubaine, serait-ce une petite fille, ta fille? En me baisant, tu as tué ta fille. J'ai longtemps cru que mêlé à tes saloperies, j'étais aussi sale que toi. Oui, tu m'as sali, perverti, détruit. Tu as transformé ma vie en enfer. Tu es un monstre. Seuls les monstres abusent et violent leurs propres filles. Comment as-tu osé? Tu es mon père. Quand un père ou une mère dit à son enfant de manger, de mettre un vêtement ou de bien apprendre à l'école, ils n'attendent pas du petit qu'il y consente. L'enfant obéit parce que tu es le père. Il n'y a pas de consentement de la fille face au père. Numéro 3. En exergue du livre les mots d'Hemingway. Que reste-t-il d'une vie à la fin de la vie? Une nuit d'été en Italie, quelques notes de musique, un sourire échangé, un poème.
une faute avouée, un remords, et puis la phrase qui donne le titre au livre. Il ne rêvait plus que de paysages et de livres au bord de la mer. Gérard de Cortanze nous fait partager avec brio l'intimité d'Hemingway dans la dernière année de sa vie, de manière bouleversante, qui n'exclut pas un certain humour. Spécialiste de l'écrivain, il sait donner sa propre marque à l'évocation des derniers jours d'Hemingway, en faisant comme un jeu de pistes dans son œuvre qui donne envie de lire ou de relire ses livres, et en nous faisant découvrir un Hemingway inattendu, fatigué, malade, déprimé. Quelques lignes. Le soir, avant d'éteindre la lumière, allongé dans son lit, il prit le petit carnet marron qui était sur le rebord de sa table de chevet et nota une phrase qu'il pourrait insérer dans « Paris est une fête ». Je me battrai contre moi-même pour accepter la mort comme quelque chose de beau, la même beauté qu'on voit dimanche après dimanche dans les arènes. Et après 6 matins et 6 soirs écoulés depuis le retour d'Hemingway de son dernier séjour à l'hôpital, le matin du 7e jour, c'était le 2 juillet 1961. Marie dormait à poing fermé. Ernest resta longtemps sur le seuil de sa porte, se disant que s'il entrait, il ne ferait pas ce qu'il avait décidé de faire. Un sourire éclaira son visage. 7 jours qu'il était rentré. Le temps qu'il avait fallu au Seigneur pour achever son œuvre. Mais le Seigneur, au 7e jour, avait décidé de se reposer. Ne dit-on pas « Béni soit le 7e jour », « Sanctifié soit le 7e jour ». Ernest regarda par la fenêtre. Le ciel était rouge et rose, et dans le lointain, des oiseaux passaient en piaillant. La nature se réveillait. Un jour normal, un jour comme les autres. Il se serait fait un café et se serait mis à travailler, mais ce n'était pas un jour normal. Le moment était venu. Ernest descendit jusqu'au débarras du sous-sol, prit le fusil de chasse à double canon, son fusil anglais préféré qu'il avait tant de fois utilisé, inséra les cartouches et, à bas feutré, remonta les marches qui conduisaient au vestibule. Pendant quelques secondes, il crut entendre Celia Cruz chanter « La vie est un carnaval ». Et puis il éprouva comme un grand bonheur, parce qu'en ce 7e jour, il pouvait, comme Dieu, enfin se reposer de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Parce qu'en ce 7e jour, il voguait sur le Gulf Stream, dernier territoire sauvage au monde, identique à ce qu'il était avant même qu'il y eût des hommes sur des bateaux pour le parcourir. Trop là pour s'inquiéter du reste de la vie, il n'avait plus d'émotion, plus de perspective. Il avait dépassé la souffrance. S'ouvrait désormais devant lui un territoire où tout était possible. Lui, qui les derniers temps était devenu stérile, silencieux, déprimé, sceptique quant à la valeur de son œuvre, était soudain au comble du bonheur, suffisamment fatigué. Maintenant, il en était sûr. L'existence de chaque homme se termine de la même manière, et seuls les détails de la façon dont il a vécu et dont il est mort distinguent un homme d'un autre. Il pensa, c'est toujours très silencieux quand un grand lion meurt. Alors il appuya sur la détente et c'est comme s'il prenait la mesure de l'univers. Dans l'arbre, la chouette avait disparu. Ce n'est pas la détonation qui l'avait fait fuir, mais autre chose de plus secret qui la reliait à l'homme qui gisait désormais dans une mare de sang sur le carrelage, dans le hall d'entrée de sa maison. Il était 7 heures du matin.
Numéro 2. Benoît Joseph Labre, né en 1748, dans sa dernière lettre à ses parents, écrivait, à 22 ans, « Je vais entrer dans un pays où il fait bon pour les voyageurs. » Le long de ces 70 pages, Guillaume Marie retrace l'histoire d'un être qui va vivre comme le plus misérable des mendiants, qui parcourt à pied l'Europe, dont les pèlerinages le conduisent à Rome, à sa mort, à 35 ans, et qui sera sanctifié un siècle plus tard. C'est un récit très court, original, poétique, à l'écriture très dépouillée, que le jury a souhaité distinguer, et la lecture des premières pages illustre l'esprit du livre de Guillaume Marie. Il était plutôt beau. Il était presque roux. Il avait le cheveu court, le front haut, les yeux rentrés, le regard doux. Il avait les pommettes saillantes. À la fin de sa vie, il était bien trop maigre. Il ne saisissait pas tellement l'intérêt de vivre avec les gens. Il a su assez tôt qu'il n'y arriverait pas. Il n'avait pas envie d'apprendre un métier, de gagner de l'argent, d'avoir un savoir-faire ou même de la beauté. Il ne voyait pas pourquoi il aurait dû séduire les femmes ou bien les hommes, faire le beau, être fort. Il s'en fichait vraiment. C'était quelqu'un de très doux. Vivre lui suffisait. Regarder le ciel, les roches, les oiseaux. Le reste n'était rien. Il n'avait pas envie de s'extraire de sa condition, il n'avait pas envie de conquérir quoi que ce soit. Il s'étonnait que les gens gardent autant de choses. Pour lui-même, peu était trop. Il ne comprenait pas ce qu'ils en faisaient. Il ne comprenait pas l'intérêt des maisons. Il était sans jugement. Il ne comprenait pas. Il voulait de l'amour, quelque chose d'intense, d'éternel, mais sans lui. Il voulait disparaître dans cet amour. Il n'avait aucun prix à donner pour sa peau. Il voulait s'effacer. Alors, exister était presque trop. Il aurait bien aimé savoir comment faisaient les saints. Il en pleurait. Très jeune, il avait dit qu'il voulait quitter tout, donner tous ses biens, dire adieu à sa famille. Il voulait s'enfermer. Donc, le prix littéraire 2025, une autrice pour son premier roman, Stéphanie Lamache. Objet et trajet. Alors, un premier roman, un titre qui ne laisse pas augurer de la grande sensibilité de ce récit auto-fictionnel. Stéphanie Lamache nous entraîne dans sa route entre Pays d'Auge et Cotentin, par de courts chapitres qui, comme des cartes postales ou des tableaux, magnifient les campagnes normandes. Elle plante son décor, ses trajets, se balade dans ses souvenirs et ses objets. Son récit marque le poids de la famille et des non-dits, le besoin de prendre son envol, le temps qui passe. Son écriture est ciselée, fluide, poétique. Quelques extraits de ce livre soulignent la trajectoire de ce premier roman, profond et lumineux.
Mais il faut situer le lieu, le temps. Le lieu, c'est une maison au bout d'un long chemin bordé de haies, houes et aubépines, avec quelques frênes têtards comme il y en a tant dans le pays d'Auge, Normandie. Le temps premier, c'est 1975 environ. La chronologie des temps premiers est toujours floue. Le repère, les herbes étaient plus hautes que moi lorsque je marchais sur le champ. Tout s'arrêtera vers 1990, 15 ans de tentatives et un échec au final. 15 ans seulement. Et toute une vie pourtant. De ces années, il me restera une insécurité permanente, la certitude qu'une trajectoire de vie peut être déviée à tout moment par un accident, une panne ou la vétusté d'appareils, une voiture trop vieille, l'accumulation de dettes, la mort d'animaux de rapport, des conditions hivernales qui bloquent l'artisan chez lui, et surtout par le cumul insidieux de toutes ces raisons, surmontables une à une, mais dont la somme finit par être un tel poids que continuer ainsi devient impossible. À travers bois, peu à peu, à force de passage, les saisons et les parfums se mélangent, ne comptent plus que l'issue, l'autre rive. Le chèvrefeuille enserre l'arbre de ses lianes amoureuses et noie les abeilles dans une ivresse capiteuse au beau milieu d'un hiver nu. Les ronces étouffent le sous-bois d'une orgie de mûres sur une brassée éclatante de jonquilles et de jacinthes. Tout se confond, devient une seule et unique traversée vers H, l'ami très cher, vers l'espoir d'une résurgence, le passage nécessaire du chagrin vers la lumière. Nous étions spectateurs des gens, avec une sociabilité limitée aux courses au supermarché le samedi, éventuellement augmentée d'une promenade dans le centre-ville de Cherbourg, côté Cotentin, ou d'une promenade dans le bois le dimanche, côté Pays d'Auge, le tout sans un mot de confidence, de confiance sur nos avis, nos rêves, à moins qu'ils ne soient concrets, mesurés, circonscrits dans les limites du raisonnable. Des projets, plus que des rêves, car il ne fallait pas rêver. Le réel était face à nous, empli de tâches à accomplir, d'heures à aider les parents, à laver des moules à fromage dans la laiterie ou à préparer des repas après les cours, à faire la tournée des voisins pour vendre quelques fromages le week-end, pour moi, à faucher les foins ou à curer le fumier de la chèvrerie pour le frère, à ramasser les pommes à cidre minuscules dans l'herbe glacée de l'automne pour tous. La somme de devoirs et d'obligations ne laissait ni place ni temps pour imaginer un ailleurs ou un autrement. Insupportables éclats de phosphore dans l'obscurité. Il faut faire avec. Il faut faire attention. Il faut se contenter de ce que l'on a. Dans une famille sans passé à anecdote, mais sans histoire, où rien ne s'est transmis, où tout s'est trouvé perdu, la moindre bribe surgit des temps anciens, échappés aux naufrages successifs, fait figure de trésor. Dans les mois et les années qui ont suivi, comme après un accident, chacun a tenté de rassembler les fragments de soi sans se blesser au tesson des souvenirs, des années à se détacher de l'écho des phrases et des peurs, des années à balayer ces petits morceaux d'âme, d'espoir et de raison de vivre, comme les ailes des mouches mortes au rebord des fenêtres. C'était l'histoire de jeunes gens des années 1960, enfants des bombardements et du champ de ruines de l'après-guerre en Normandie. C'est l'épopée
de vies ordinaires cognées aux angles des circonstances et de la géographie. Normandie, fin fond du pays d'Auge, loin dans le repli des cartes topographiques. Au-delà du chemin bordé de houx et d'aubépines, il n'y a plus qu'un sentier vers la forêt, la vie sauvage. Autant dire rien si on ne pense qu'en termes de rentabilité et d'exploitation, et autant dire tout si on ne rêve qu'en termes d'échappée et de libération. Nous aurons donc le plaisir de revenir sur le livre le 12 mars, lors de la remise du prix à l'Hôtel de Ville. Et nous aurons aussi le plaisir de revenir sur le livre plus en détail lors d'Époque, le 25 mai, au Conservatoire. Merci, puisque vous êtes là. Merci, Stéphanie, de venir. Et Stéphanie n'est pas loin de chez nous, puisque elle est archiviste à l'IMEC. Cette fois, nous avions donc 2 livres venant d'une archiviste à l'IMEC et devenant aussi d'Emmanuel Lambert, puisqu'elle avait travaillé à l'IMEC lors de son travail sur Alain Robbe-Grillet. Merci de votre présence. Vous voulez dire un mot? Allez-y. Bonsoir. Eh bien, dire merci, parce que merci beaucoup, vraiment, puisque c'est un livre qui parle beaucoup de la question de la place, de se faire une place et d'être entendu. Alors, merci de m'avoir entendu, beaucoup, vraiment. Et merci de m'avoir lu aussi, voilà, avec autant d'attention. Merci beaucoup. Bravo. Nous vous remercions d'être là, d'être fidèle avec nous. Et au 12 mars. C'est mieux comme ça que là. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Madame la Présidente, Claudette Co. Très heureux de me retrouver à côté de vous, les uns et les autres. Tous les ans, depuis de nombreuses années déjà, on se retrouve à la même époque, au même endroit, pour une cérémonie officielle d'annonce du lauréat de l'année du prix littéraire de la ville de Caen. Bon, je tiens à vous préciser que je ne sais pas plus que vous qui sera le prix littéraire 2025.
Alors c'est un prix important, non seulement parce que c'est le prix littéraire de la ville de Caen, et j'en profite pour excuser Aristide Olivier qui m'a demandé de le remplacer ce soir et de vous transmettre sa sympathie à la présidente qu'il a rencontrée tout récemment. C'est un prix littéraire important parce que c'est le prix littéraire du millénaire de Caen. 2025, c'est à la fois 25 ouvrages que les membres du jury ont lus, et je les en félicite et je les en remercie bien évidemment. Quelques-uns sont assis devant vous, pas tous. 25 ouvrages, l'année 2025, l'année du millénaire de la ville. J'en profite d'ailleurs pour dire que ce millénaire sera très important. Il se passera des choses absolument magnifiques pendant ce millénaire, vous n'en doutez pas. Mais sur le plan strictement littéraire, il y aura, lors de la semaine de l'histoire, un salon littéraire, un salon du livre d'histoire plus exactement, et qui n'aura pas l'ampleur de notre salon du livre époque. Je vois toute l'équipe qui est là, bien évidemment, qui se déroulera comme d'habitude le dernier week-end de mai, c'est entre le 23 et le 25 mai. Et je vous rappelle à ce propos que le ou la vainqueur de l'édition 2025 sera comme d'habitude invité du Salon du Livre de Caen et sera interviewé comme d'habitude aussi par Claudette Co dans le cadre du salon. Je n'en dirai pas davantage parce que je sais que vous êtes très impatient de savoir par la voix de Claudette qui l'a emporté cette année, mais auparavant, il y a tout un travail qui va vous être fait par nos lecteurs qui sont ici pour présenter les ouvrages qui ont été présentés cette année. Bonne soirée. Oui, cette année, nous avons présélectionné 16 romans. C'est beaucoup, mais nous n'avons pas voulu en rejeter quelques-uns. D'habitude, c'est à peu près 10, 11. Alors, je signalerai tout de suite voilà. Je signalerai tout de suite que ce 16e livre, qui par ordre alphabétique était à la fin de notre liste, comme vous avez pu le voir sur l'affiche dehors, il était par ordre alphabétique, il était le 16e, mais voilà qu'il se retrouve hors compétition. Pourquoi ? Quand nous avons lu ce livre, quand j'ai eu connaissance de ce livre, je me suis renseignée auprès des attachés de presse, qui m'ont confirmé qu'il correspondait à nos statuts. Quand nous avons reçu le livre et quand nous avons lu le livre, nous nous sommes posé des questions que cette ville normande me semblait, à moi, qui venais du pays de Caux, plus du côté d'Étretat ou de Dieppe, etc. Donc, après recherche à nouveau, alors auprès de l'auteur et auprès de l'attaché de presse, il s'est avéré que Elliot Ruffel, qui nous fait un premier roman qui est magnifique, est d'origine de Dieppe, a fait ses études au Havre et n'a aucune attache, que ce soit en Manche ou en Calvados ou dans l'Orne. Donc, à notre grand regret, nous l'avons mis hors compétition, mais nous voulions attirer ce livre et votre attention sur ce livre qui, pour un premier roman, est magnifique. Et je crois savoir, n'est-ce pas, qu'il sera au Salon du Livre. Donc nous serons d'ailleurs nous-mêmes contents de le rencontrer. Comme il y a beaucoup de livres et que nous ne voulons pas trop vous garder longtemps, si vous avez d'autres choses à faire, nous avons, d'habitude, nous présentons les 10 ou les 11 livres. Nous allons vous les présenter tous, mais nous avons choisi, pour le format et le temps, nous avons choisi simplement de ne vous en présenter en lecture que 10. Mais nous tenions à vous indiquer les 15 autres.
C'est donc parti. Quelques jours après la commémoration des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz, ce livre nous emmène à Buchenwald, qui ne sera libéré que quelques mois plus tard, en avril. Buchenwald avec quelques-uns de ses martyrs et de ses rescapés. Les derniers sur la liste sont 3 sur 37 détenus. Vous savez sûrement que de très nombreux prisonniers étrangers avaient des fonctions d'encadrement. C'était parfois une manière de sauver sa peau. Et l'un d'entre eux traverse le livre. C'est le résistant français Alfred Balachowski. Il était entomologiste dans le civil. À la Schneiderei, l'atelier de confection du camp, Balachowski a récupéré la veste engluée de sang de l'un des 12 fusillés, le capitaine Pierre Mulzan. Elle est percée de 5 trous. Il en retire la bande de tissu portant son matricule, ainsi que l'écusson triangulaire surmonté d'un F. Seul souvenir du valeureux camarade. Mulzan avait recruté dans son réseau SOE en Seine-et-Marne un ancien étudiant de Balachowski, Pierre Deganet, qui avait échappé à la rafle de l'École nationale d'agriculture de Grignon, où lui-même avait été arrêté. Sur une page de ses feuillets secrets, Balachowski a consigné les adresses anglaises et françaises des 37 membres du groupe, toutes sauf une, étrangement, celle de Pierre Mulzan. Ce fut pourtant lui, 6 mois plus tard, qui remettra en main propre à sa famille le triangle rouge et le matricule du défunt. C'était le numéro 13 474. Parmi les derniers sur la liste, il en est un que nous connaissons tous, c'est Stéphane Hessel. Et lui aussi traverse ce livre avec son optimisme et toute sa poésie. Et vous savez bien, il en sort vivant. L'un de ses compagnons, c'est le capitaine Harry Pelvé. C'est un franco-britannique qui était aussi engagé dans le SOE. Harry veut récupérer les papiers militaires de ces 2 prisonniers belges afin de les remettre en bonne et due forme aux Américains. On est en septembre 1944, non, c'est plus tard, hein, je ne sais plus quelle est la date, pardon, je suis dans la lecture là. Il les a entraînés hors de la casemate afin de mieux surveiller les alentours. Paquets de cigarettes, portefeuilles, briquets, boussoles, canifs sont jetés au sol, ainsi qu'un petit étui en cuir rouge d'où s'échappent plusieurs photographies au bord dentelé. Des photos qui ressemblent à des cartes postales polissonnes. Intrigué, Harry s'accroupit pour les regarder de plus près tout en maintenant en joue ses 2 prisonniers. Sur ces photos, une douzaine de femmes tondues grelottent nues sous la neige. Certaines font des bonds en cadence, les bras levés, sous l'œil hilar de SS débraillés qui applaudissent en s'enfilant au goulot de grandes lampées de bière. Et parmi ces femmes qui sautent nues dans la neige, Harry reconnaît Violette. Violette, c'est Violette Szabó qui mourra quelques jours plus tard à Ravensbrück et que Harry Pelvé avait croisé dans une mission pour le SOE quelque part en France. Voilà, c'est un livre très documenté qui est signé Grégory Saint-Gall, qui est à la fois bayeuxin, traducteur et aussi entomologiste à sa manière. Une étrange sensation de liberté. Voilà. Une étrange sensation de liberté m'accueillit une fois dehors. Tout était blanc. Les rues, les sapins, le toit des maisons. Les façades luisantes couvertes d'une couche de givre frais. Wallenstein apaisé et serein. De nouveau, j'empruntais l'ancien chemin des Thermes. Là-haut, le Val d'Ambassador, enfoui sous la neige, semblait un manoir de sucre. Les dernières lueurs de l'aube, à peine dissipées, dressaient un glacis d'or nappé de brume. Maman était restée à l'Ambassador pour préparer le grand bal annuel de la Silbermonde. Cette soirée fut notre dernier instant de grâce. Le petit orchestre jouait des valses dans le hall. Les curistes et les habitants du village, en smoking et robe longue, descendaient le majestueux escalier de marbre à double volée, bordé de chandeliers géants et de statues torchères. Les coupes de champagne défilaient sans interruption sur des plateaux, grâce au personnel du palace en livrée.
Après son discours traditionnel, maman s'était installée au piano pour jouer notre berceuse préférée, accompagnée par l'orchestre. Telle était la vie insouciante, baignée de musique au Val d'Ambassador, ce palace lieu de cure réputé avant le drame et l'occupation ennemie qui va ensevelir la station thermale et son palace sous une chape de plomb. Quand Vald, le héros, revient 30 ans plus tard pour comprendre ce qui s'est passé, tout n'est que ténèbres. L'autocar m'a laissé à l'orée du chemin de terre. Une longue marche m'attendait. Waldenstein se mérite. À vrai dire, ce soir, le chemin de terre est un chemin de boue. Je sors ma lampe torche du sac à dos déjà détrempé. Commence alors ma progression solitaire entre les rideaux de troncs, d'arbustes et de roches. Derrière moi, mes souvenirs. Devant moi, rien, ou presque rien à venir. Belle escorte. Combien de fois ai-je marché ici? Combien de promenades au soleil frais des printemps sans nuages? Une main dans la mienne, celle de ma mère, celle de mon frère, parfum des épineux, parfum du bonheur avant que tout n'éclate. Mes souvenirs rétrécissent, le chemin se fait sentier. Ne pas se perdre, je lève la lampe, le ciel s'est retiré, à peine si j'aperçois la cime des sapins. Ce n'est que longtemps, très longtemps après que je la vois, nichée dans la montagne. Cette lumière d'autrefois à la fenêtre de la chambre. Du bâtiment, je ne distingue rien, sa façade se fonde dans le fouillis de l'obscurité. Qui veille encore là-haut après tout ce temps? Qui éclaire chaque nuit la chambre de ma mère? Je tremble un peu, pas à cause du froid ou de l'humidité. C'est le tremblement de l'enfance revenue. Dans quel pays est-on? On ne le sait. Entre montagne et océan, ce royaume imaginaire a des airs de la Ruritanie du prisonnier de Zenda, de la Malécardie de Jules Verne, ou plus proche de nous, de la Sildavie de Tintin. Vald, notre héros, devra parcourir les chemins de la forêt, revisiter les eaux thermales du domaine, les carrières de marbre, pour enfin connaître la vérité. Un fil conducteur, les sculptures de son mentor Ambrose. Catherine était contrariée. Vous savez comment il est, Alain. Il ne peut pas s'empêcher de provoquer. Elle espérait que ça lui passerait. Vous savez bien, c'est plus fort que lui. Il faut qu'il provoque, il n'y a rien à faire. Mais là, dans la voix, dans le reflet des yeux, une colère. Je crois qu'il ne va pas revenir sur sa position. Je suis très embêté. Vous êtes au courant? Il s'était fait élire à l'Académie française, mais il ne voulait pas se faire recevoir. La cérémonie de réception à l'Académie française obéissait à des rituels auxquels Robbe-Grillet refusait de se plier. D'abord, l'épée. Il n'en veut pas, alors il est allé chercher des exceptions dans le règlement de l'Académie. Eh bien, figurez-vous que les ecclésiastiques sont dispensés d'épée. Madame Robbe-Grillet semblait avoir envie de pleurer. Vous savez ce qu'il leur a dit? Qu'il devait lui appliquer cette règle parce qu'il est le pape du nouveau roman. Ce mauvais esprit avait provoqué une amorce de rire. Catherine l'avait fait taire. Enfin, si ça vous amuse, évidemment, mais ça n'a pas du tout fait rire les académiciens, mais pas du tout. Vous pouvez me croire. Puisque vous avez l'air d'aimer ça, il y en a encore. La nouveauté du jour, c'était que Robbe-Grillet refusait de soumettre son discours à la lecture préalable des académiciens, au motif que l'oral et l'écrit étant deux choses différentes, ou qu'un discours étant fait pour être dit et non lu, il ne l'écrirait pas. Isolées dans un coin des deux magots, elles observaient Robbe-Grillet sourire en travers de la barbe. Il avait tourné la tête et d'un geste large de la main, lui avait fait signe de le rejoindre. Sourcil en l'air, très maîtresse de maison,
Robe Grillé lui avait tendu un plateau avec des machins apéritifs dedans qu'il avait subtilisés au serveur. « Hé, tu as maigri, ça te va bien, hein? On voit mieux tes yeux. Enfin, mange quelque chose quand même. » Il était drôlement chic avec sa petite chemise. « T'en penses quoi? De quoi? De votre chemise? Mais non, enfin, de tout ça. Je me demande ce qui vous a pris. Catherine m'a dit pour l'épée, le discours, je me demande bien... » Silence. Sourire à nouveau. « Tu es bien habillé, dis-moi. Fais voir un peu. » Attrape la taille, pince la hanche. « Ah non, hein, je vous ai prévenu. Mais enfin, pourquoi ne veux-tu pas que je te tripote? Parce que c'est comme ça, c'est tout. Je t'ai déjà dit pourtant, les filles cherchent des pères. » Cacahuète, contentement, sourcils levés, encore. Et elle, pas des grands-pères. Joseph avait avalé son olive de travers et Laura lui tapait avec violence dans le dos pour l'empêcher de décéder là, au milieu de la fête, avec les gens médiatiques, politiques, artistiques, les huiles de la subvention. Il avait bu de l'eau et avait soufflé à voix très basse. « Mais tu lui as dit ça? Tout de même, les filles, aujourd'hui, vous n'avez aucun respect. » Retrouver Blanche est un roman de l'enfermement et du non-dit. À l'hiver 2020, tout juste licenciée de son emploi mais pourvue d'un petit héritage, Anna achète sur un coup de cœur une maison en viager dans les marais du Cotentin. Augustin, 82 ans, a décidé de s'installer dans une résidence pour personnes âgées et de financer ainsi ses mensualités. C'était sans compter sur le confinement et le gel des admissions qui contraignent Anna et Augustin à cohabiter. Pour tromper son ennui, Anna entreprend de rénover sa chambre et découvre dans une cache, derrière des couches de papier peint, des lettres et un carnet écrits par Augustin en Algérie entre 1958 et 1960. Lors d'une guerre qui ne disait pas son nom. Des lettres qu'il n'a jamais envoyées à Blanche, son amoureuse, parce qu'on ne raconte pas l'indicible. Blanche, moi aussi j'ai froid. Je dors à même le sol, je dors à la mauvaise étoile. Je suis sec, douloureux, je suis un arbre mort. Je tremble, je deviens fou. Mes jambes, mes bras, mon cœur, mon estomac. Je m'assois et je pleure. Je n'ai pas de larmes, alors personne ne le remarque. Je suis tout seul. Et le fait d'être seul, à savoir que je pleure, augmente mon chagrin. Chacun le porte, son chagrin. Chacun s'en accommode. Il est lourd. Si lourd qu'il devient impossible de supporter celui des autres. Je pense à nous, je pense à toi. Nous ? Ça n'existe plus. Je ne suis plus avec toi. Et cette lettre, comme les autres, je ne te l'enverrai pas. Plus tard, en fouillant dans la bibliothèque d'Augustin, Anna découvre, cachées derrière les livres, les lettres envoyées par Blanche. Victime des préjugés de l'époque et de son entourage, elle aussi vit un calvaire, enfermée dans un triste et sombre pensionnat de Granville. Matin de givre, j'écris même si tu ne me réponds pas. J'espère que ces mots te parviendront avec toute ma tendresse. Quand je suis arrivée, j'étais persuadée que tout le monde savait pour mon histoire. J'avais honte. C'est si horrible de se sentir coupable. De quoi? Qu'ai-je fait? Rien de ma propre volonté. Ce que j'ai fait, c'était sous la pression de ma mère. Elle a beau jeu maintenant de faire cette tête d'enterrement. Moi, ce que je voulais, c'est que la vie continue, qu'on ne la brusque pas, qu'elle se répande et s'étende. Elle répétait que j'étais encore une enfant. Et toi qu'on envoie à la guerre, n'es-tu pas un enfant? Je lui ai dit, je lui ai crié. Si j'avais pu, je lui aurais craché au visage. Elle ne m'a pas laissé le choix.
ce que j'ai fait, ce qu'elle m'a fait, et puis cette femme, tu le sais bien, je n'ose même pas écrire le mot. Qu'est-ce qui est le plus violent? D'avoir un enfant trop tôt ou d'envoyer des enfants à la guerre? Ici, c'est la mort, là-bas aussi, apparemment. Lorsqu'enfin est levé le confinement au printemps 2020, Anna, avec l'aide de son fils et des réseaux sociaux, entreprend de retrouver Blanche. Je ne vous en dirai pas plus. Le reste, vous le découvrirez en lisant le roman. Rude et bouleversant, le roman de Pascal Manoukian, La pesée des âmes, entraîne dans la ville d'Alep, assiégée par les tueurs de Bachar el-Assad. Reporter de guerre, comme son père, Ernest Bollard a laissé à Paris, compagne, enfant à naître et suspicion de cancer. Le voilà confronté en direct à la mort, au chaos, et aussi à l'instinct de survie des résistants au dictateur syrien. Il croise hommes, femmes, enfants, dans des ruines où l'insolite, la débrouille, voire la cocasserie, le dispute à la cruauté de situations insoutenables. Un exemple. Les reflets du flash de l'explosion pétrifient les blessés entassés dans les couloirs de l'hôpital improvisé. Le baril de poudre, largué par l'hélicoptère, a prévenu les survivants de leur mort toute proche, d'un long sifflement. L'artificier de l'armée syrienne a réglé la mèche pour perforer les 6 étages de pierre blanche et déclencher la charge au niveau des couveuses. Nazeli a juste le temps d'arracher le nouveau-né à ses cathéters avant de chercher leur survie dans un nuage de sang et de poussière. Le souffle a pulvérisé une rangée entière de vies à peine commencées. Le petit cœur tout sotte repart un instant, puis cale pour de bon entre ses doigts. D'une bombe à l'autre, il n'aura battu qu'1 heure. Dehors, un vieux Kurde lui tend son kéfi. Elle l'entoure en linceul autour du petit corps. Ils sont 12 maintenant, blancs comme des bâtonnets de craie, alignés sur la dernière marche encore intacte de l'escalier. Nazeli, jeune femme d'origine arménienne, et Ernest sont les personnages clés de ce roman. Le livre traite en parallèle de la guerre à Alep et de la tension qui règne au sein de la chaîne de télé qui emploie Ernest. Celle-ci vient d'être acquise par un financier qui raisonne en part de marché. Nazeli en vient à pousser Ernest dans ses retranchements quand elle l'interroge sur son métier, avec ce jugement sévère. Parce que, aussi sincère que vous soyez, vous n'êtes qu'un intermittent de notre malheur. Il y aura toujours une porte ouverte pour vous, un retour en arrière. Vous n'êtes qu'un visiteur de prison. Nous sommes dans le couloir de la mort. Nous n'avons aucune échappatoire. Vous, si. C'est l'heure de la pesée des âmes, dit-elle plus tard. Chaque courage, chaque lâcheté fait pencher les plateaux de la balance d'un côté ou de l'autre. Voilà Ernest à la croisée des chemins. Lui, le lecteur, lui, n'est pas au bout de ses surprises. Ah si. Ironie glaçante, les fusils ont aussi une âme. C'est ainsi que l'on appelle les rayures à l'intérieur du canon. Elles confèrent à la balle son effet de rotation, sa régularité et sa précision. Nazeli voit le combat perdu. Dans la réalité, Bachar el-Assad n'a pas gagné. Mais quel avenir pour la Syrie ? Ce qui sortira de mon ventre, pensait Estelia, garçon ou fille, il ne sera pas vraiment désiré. Un petit être voué au malheur, puisqu'il va naître au sein même du malheur. Cela faisait 5 ans qu'Estelia ne s'était pas retrouvée enceinte. Elle s'était faite une raison. 5 enfants.
Elle avait déjà 5 enfants. Elle avait fini par admettre qu'elle n'aurait jamais ces 7 enfants qui, pour une Rwandaise, marquent la plénitude de la maternité. C'est alors qu'on peut porter la tête haute, son urugori, que les Bazungu traduisent pompeusement par couronne de maternité. Une bien humble couronne, un simple bandeau d'écorce de tige de maïs. Mais quelle fierté d'arborer ce symbole devant toutes les femmes de la colline, montrant ainsi qu'on a rempli son devoir de bonne épouse, assurer la perpétuité du lignage. Elle avait mis au monde 2 garçons, 3 filles. L'aînée était la bienvenue, c'était elle qui allait seconder la mère pour les autres enfants à venir. Mais le malheur avait voulu que les 2 derniers soient des filles. N'accoucherait-elle désormais que de filles? Et si son ventre portait encore une fille? Elle entendait déjà les moqueries que ne manqueraient pas de faire derrière son dos les voisines et les commères qui s'y réunissaient tous les dimanches après-midi dans l'arrière-cour pour une séance collective de tété. Vous l'aurez compris, la naissance de Julienne n'est pas bien accueillie. Dès ce moment, Julienne devra lutter contre son entourage, contre les préjugés, contre les traditions familiales au Rwanda pour surmonter les malheurs et réussir sa vie. Lutter pour faire des études, lutter pour rejoindre sa sœur Lydia, sa protectrice et son guide, partis au Burkina voisin. Ce sera son premier exil. Et puis elle devient la maîtresse noire d'un blanc, Bob, un Belge qui fait des affaires en Afrique. Et là encore, sa situation n'est pas assurée. Elle est dépendante de Bob et elle s'ennuie. Vient alors le 2e exil, avec Bob qui retourne précipitamment en Belgique. Julienne passe du soleil africain aux brumes de Bruxelles et s'ennuie encore dans un grand appartement, solitaire. Toujours pas de bébé. C'est pourtant si important pour une Rwandaise. Sa rencontre avec Julien, c'est le grand amour partagé. Reconnue enfin, heureuse enfin, mais l'horizon s'obscurcit à nouveau. Voilà l'histoire de Julienne, la petite fille rwandaise, la mal-aimée, qui toute sa vie lutta contre le malheur. C'est une histoire de femme totalement inspirante par les portraits qu'il brosse. Le livre, de par les caractères différents et bien campés de ses héroïnes, échappe à tout mouvement caricatural et pose les vrais problèmes de transgression sur une île où l'on parle d'impensable violence. Et c'est le personnage principal, Lila, relatant à son amoureuse les faits survenus dès l'âge de 8 ans, à savoir le viol régulier dont elle a été victime par son père, qui par sa quête obstinée exploitera tous les moyens possibles d'une jeune fille moderne, y compris les rites de tradition chez sa grand-mère auprès de laquelle elle s'est pour un temps réfugiée, de s'affranchir de cette violence. Cette quête et la volonté d'aller jusqu'au bout de cette vérité va ébranler toute la famille et une partie du système également. Car non seulement n'est pas pris en compte l'inceste régulier commis par le père, mais en plus, et à sa demande, est mise en prison l'amoureuse pour mœurs contre nature, tandis que la fille subit une rééducation religieuse ku-klux-klanesque par la secte de l'éveil à laquelle appartient l'honorable père. Elle ne veut qu'attirer l'attention. Malheur de notre temps, Lila en arrive à m'accuser de l'avoir violée. Je n'ai rien fait qu'elle n'ait voulu. Je ne suis pas un violeur, ma chérie, je n'ai pas le profil. Je t'ai fait quelques caresses, des bisous sur ton minou, il n'y a pas de quoi en faire un plat.
Et puis tu ne disais rien. Je suis un bon pédagogue. Tu ne semblais pas détester cela. Telle mère, telle fille. C'est vrai qu'après cela m'excitait, surtout quand tu mouillais bien sous mes doigts ou quand tu me prenais dans ta bouche, mais je ne t'ai pas violée. Tu dis que c'était depuis longtemps, depuis que tu étais toute petite. Je ne m'en souviens pas vraiment. On se faisait des câlins de temps en temps. Tu refusais que je t'embrasse la bouche et je ne t'ai jamais forcé. J'ai arrêté quand tu as fait signe de ne pas vouloir. Tu n'avais pas besoin de porter plainte. Je ne voulais que te faire plaisir. Je ne voulais pas te faire du mal, en tout cas, sauf une fois, j'avoue. J'étais en colère, tu te comportais comme une raclure. Franchement, quand ta mère m'a dit que tu embrassais une fille devant notre porte, cela m'a mise hors de moi, et moi qui tenais à préserver ta virginité. Et Dieu sait ce que tu fais ailleurs. Tu ne t'étais pas opposé quand je te possédais, ton visage rompait avec le visage d'une fille à son papa. Défrayé, tu devenais avide, tu te pâmais, hein? Qu'est-ce que tu m'excitais? Je n'oublierai jamais. Mais allez, il faut oublier tout ça maintenant. Allez, allez, on oublie tout. Ne ris pas. Je t'interdis de rire. Nous sommes ce que nous faisons et notre conscience nous le montre. Tu as beau le cacher, tu as beau faire semblant de rire, tu le sais, tu ricanes, c'est la conscience qui fait l'humain, c'est écrit sur le fronton de ton académie. La conscience détermine ce que nous faisons et notre sens ou pas des responsabilités. Tu en es totalement dépourvu. Tu le caches derrière un statut d'honorabilité alors que tu vis en esclave volontaire de tes pulsions. À la fille d'une aubaine, serait-ce une petite fille, ta fille? En me baisant, tu as tué ta fille. J'ai longtemps cru que, mêlé à tes saloperies, j'étais aussi sale que toi. Oui, tu m'as sali, perverti, détruit. Tu as transformé ma vie en enfer. Tu es un monstre. Seuls les monstres abusent et violent leurs propres filles. Comment as-tu osé? Tu es mon père. Quand un père ou une mère dit à son enfant de manger, de mettre un vêtement ou de bien apprendre à l'école, ils n'attendent pas du petit qu'il y consente. L'enfant obéit parce que tu es le père. Il n'y a pas de consentement de la fille face au père. Numéro 3. En exergue du livre les mots d'Hemingway. Que reste-t-il d'une vie à la fin de la vie? Une nuit d'été en Italie, quelques notes de musique, un sourire échangé, un poème, une faute avouée, un remords, et puis la phrase qui donne le titre au livre. Il ne rêvait plus que de paysages et de livres au bord de la mer. Gérard de Cortanze nous fait partager avec brio l'intimité d'Hemingway dans la dernière année de sa vie, de manière bouleversante qui n'exclut pas un certain humour. Spécialiste de l'écrivain, il sait donner sa propre marque à l'évocation des derniers jours d'Hemingway en faisant comme un jeu de pistes dans son œuvre qui donne envie de lire ou de relire ses livres, et en nous faisant découvrir un Hemingway inattendu, fatigué, malade, déprimé. Quelques lignes. Le soir, avant d'éteindre la lumière, allongé dans son lit, il prit le petit carnet marron
qui était sur le rebord de sa table de chevet, et nota une phrase qu'il pourrait insérer dans « Paris est une fête ». Je me battrai contre moi-même pour accepter la mort comme quelque chose de beau, la même beauté qu'on voit dimanche après dimanche dans les arènes. Et après 6 matins et 6 soirs écoulés depuis le retour d'Hemingway de son dernier séjour à l'hôpital, le matin du 7e jour, c'était le 2 juillet 1961. Marie dormait à poing fermé. Ernest resta longtemps sur le seuil de sa porte, se disant que s'il entrait, il ne ferait pas ce qu'il avait décidé de faire. Un sourire éclaira son visage. 7 jours qu'il était rentré. Le temps qu'il avait fallu au Seigneur pour achever son œuvre. Mais le Seigneur, au 7e jour, avait décidé de se reposer. Ne dit-on pas « Béni soit le 7e jour », sanctifié soit le 7e jour. Ernest regarda par la fenêtre. Le ciel était rouge et rose, et dans le lointain, des oiseaux passaient en piaillant. La nature se réveillait. Un jour normal, un jour comme les autres. Il se serait fait un café et se serait mis à travailler, mais ce n'était pas un jour normal. Le moment était venu. Ernest descendit jusqu'au débarras du sous-sol, prit le fusil de chasse à double canon, son fusil anglais préféré qu'il avait tant de fois utilisé, inséra les cartouches et, à bas feutré, remonta les marches qui conduisaient au vestibule. Pendant quelques secondes, il crut entendre Celia Cruz chanter « La vie est un carnaval ». Et puis il éprouva comme un grand bonheur, parce qu'en ce 7e jour, il pouvait, comme Dieu, enfin se reposer de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Parce qu'en ce 7e jour, il voguait sur le Gulf Stream, dernier territoire sauvage au monde, identique à ce qu'il était avant même qu'il y eût des hommes sur des bateaux pour le parcourir. Trop là pour s'inquiéter du reste de la vie, il n'avait plus d'émotion, plus de perspective. Il avait dépassé la souffrance. S'ouvrait désormais devant lui un territoire où tout était possible. Lui, qui les derniers temps était devenu stérile, silencieux, déprimé, sceptique quant à la valeur de son œuvre, était soudain au comble du bonheur, suffisamment fatigué. Maintenant, il en était sûr. L'existence de chaque homme se termine de la même manière, et seuls les détails de la façon dont il a vécu et dont il est mort distinguent un homme d'un autre. Il pensa, c'est toujours très silencieux quand un grand lion meurt. Alors il appuya sur la détente et c'est comme s'il prenait la mesure de l'univers. Dans l'arbre, la chouette avait disparu. Ce n'est pas la détonation qui l'avait fait fuir, mais autre chose de plus secret qui la reliait à l'homme qui gisait désormais dans une mare de sang sur le carrelage, dans le hall d'entrée de sa maison. Il était 7 heures du matin. Numéro 2. Benoît Joseph Labre, né en 1748, dans sa dernière lettre à ses parents, écrivait, à 22 ans, « Je vais entrer dans un pays où il fait bon pour les voyageurs. » Le long de ces 70 pages, Guillaume Marie retrace l'histoire d'un être qui va vivre comme le plus misérable des mendiants, qui parcourt à pied l'Europe, dont les pèlerinages le conduisent à Rome, à sa mort, à 35 ans, et qui sera sanctifié un siècle plus tard. C'est un récit très court, original, poétique,
à l'écriture très dépouillée que le jury a souhaité distinguer, et la lecture des premières pages illustre l'esprit du livre de Guillaume Marie. Il était plutôt beau. Il était presque roux. Il avait le cheveu court, le front haut, les yeux rentrés, le regard doux. Il avait les pommettes saillantes. À la fin de sa vie, il était bien trop maigre. Il ne saisissait pas tellement l'intérêt de vivre avec les gens. Il a su assez tôt qu'il n'y arriverait pas. Il n'avait pas envie d'apprendre un métier, de gagner de l'argent, d'avoir un savoir-faire ou même de la beauté. Il ne voyait pas pourquoi il aurait dû séduire les femmes ou bien les hommes, faire le beau, être fort. Il s'en fichait vraiment. C'était quelqu'un de très doux. Vivre lui suffisait. Regarder le ciel, les roches, les oiseaux. Le reste n'était rien. Il n'avait pas envie de s'extraire de sa condition, il n'avait pas envie de conquérir quoi que ce soit. Il s'étonnait que les gens gardent autant de choses. Pour lui-même, peu était trop. Il ne comprenait pas ce qu'ils en faisaient. Il ne comprenait pas l'intérêt des maisons. Il était sans jugement. Il ne comprenait pas. Il voulait de l'amour, quelque chose d'intense, d'éternel, mais sans lui. Il voulait disparaître dans cet amour. Il n'avait aucun prix à donner pour sa peau. Il voulait s'effacer. Alors, exister était presque trop. Il aurait bien aimé savoir comment faisaient les saints. Il en pleurait. Très jeune, il avait dit qu'il voulait quitter tout, donner tous ses biens, dire adieu à sa famille. Il voulait s'enfermer. Voilà donc le prix littéraire 2025, une autrice pour son premier roman, Stéphanie Lamache. Objet et trajet. Alors, un premier roman, un titre qui ne laisse pas augurer de la grande sensibilité de ce récit auto-fictionnel. Stéphanie Lamache nous entraîne dans sa route entre Pays d'Auge et Cotentin par de courts chapitres qui, comme des cartes postales ou des tableaux, magnifient les campagnes normandes. Elle plante son décor, ses trajets, se balade dans ses souvenirs et ses objets. Son récit marque le poids de la famille et des non-dits, le besoin de prendre son envol, le temps qui passe. Son écriture est ciselée, fluide, poétique. Quelques extraits de ce livre soulignent la trajectoire de ce premier roman, profond et lumineux. Mais il faut situer le lieu, le temps. Le lieu, c'est une maison au bout d'un long chemin bordé de haies, houx et aubépines, avec quelques frênes têtards comme il y en a tant dans le Pays d'Auge, Normandie. Le temps premier, c'est 1975 environ. La chronologie des temps premiers est toujours floue. Le repère, les herbes étaient plus hautes que moi lorsque je marchais sur le champ. Tout s'arrêtera vers 1990, 15 ans de tentatives et un échec au final. 15 ans seulement. Et toute une vie pourtant.
De ces années, il me restera une insécurité permanente, la certitude qu'une trajectoire de vie peut être déviée à tout moment par un accident, une panne ou la vétusté d'appareils, une voiture trop vieille, l'accumulation de dettes, la mort d'animaux de rapport, des conditions hivernales qui bloquent l'artisan chez lui, et surtout par le cumul insidieux de toutes ces raisons, surmontables une à une, mais dont la somme finit par être un tel poids que continuer ainsi devient impossible. À travers bois, peu à peu, à force de passage, les saisons et les parfums se mélangent, ne comptent plus que l'issue, l'autre rive. Le chèvrefeuille enserre l'arbre de ses lianes amoureuses et noie les abeilles dans une ivresse capiteuse au beau milieu d'un hiver nu. Les ronces étouffent le sous-bois d'une orgie de mûres sur une brassée éclatante de jonquilles et de jacinthes. Tout se confond, devient une seule et unique traversée vers H, l'ami très cher, vers l'espoir d'une résurgence, le passage nécessaire du chagrin vers la lumière. Nous étions spectateurs des gens, avec une sociabilité limitée aux courses au supermarché le samedi, éventuellement augmentée d'une promenade dans le centre-ville de Cherbourg, côté Cotentin, ou d'une promenade dans le bois le dimanche, côté Pays d'Auge, le tout sans un mot de confidence, de confiance sur nos avis, nos rêves, à moins qu'ils ne soient concrets, mesurés, circonscrits dans les limites du raisonnable. Des projets, plus que des rêves, car il ne fallait pas rêver. Le réel était face à nous, empli de tâches à accomplir, d'heures à aider les parents, à laver des moules à fromage dans la laiterie, ou à préparer des repas après les cours, à faire la tournée des voisins pour vendre quelques fromages le week-end, pour moi, à faucher les foins ou à curer le fumier de la chèvrerie, pour le frère, à ramasser les pommes à cidre minuscules dans l'herbe glacée de l'automne, pour tous. La somme de devoirs et d'obligations ne laissait ni place ni temps pour imaginer un ailleurs ou un autrement. Insupportables éclats de phosphore dans l'obscurité. Il faut faire avec. Il faut faire attention. Il faut se contenter de ce que l'on a. Dans une famille sans passé, à anecdotes, mais sans histoire, où rien ne s'est transmis, où tout s'est trouvé perdu. La moindre bribe surgit des temps anciens, échappés aux naufrages successifs, fait figure de trésor. Dans les mois et les années qui ont suivi, comme après un accident, chacun a tenté de rassembler les fragments de soi sans se blesser au tesson des souvenirs, des années à se détacher de l'écho des phrases et des peurs, des années à balayer ces petits morceaux d'âme, d'espoir et de raison de vivre, comme les ailes des mouches mortes au rebord des fenêtres. C'était l'histoire de jeunes gens des années 1960, enfants des bombardements et du champ de ruines de l'après-guerre en Normandie. C'est l'épopée de vies ordinaires cognées aux angles des circonstances et de la géographie. Normandie, fin fond du Pays d'Auge, loin dans le repli des cartes topographiques. Au-delà du chemin bordé de houx et d'aubépines, il n'y a plus qu'un sentier vers la forêt, la vie sauvage. Autant dire rien, si on ne pense qu'en termes de rentabilité et d'exploitation, et autant dire tout, si on ne rêve qu'en termes d'échappée et de libération.
Nous aurons donc le plaisir de revenir sur le livre le 12 mars lors de la remise du prix à l'Hôtel de Ville. Et nous aurons aussi le plaisir de revenir sur le livre plus en détail lors d'Époque, le 25 mai, au Conservatoire. Merci, puisque vous êtes là. Merci Stéphanie de venir. Et Stéphanie n'est pas loin de chez nous, puisque elle est archiviste à l'IMEC. Cette fois, nous avions donc 2 livres venant d'une archiviste à l'IMEC et devenant aussi d'Emmanuel Lambert, puisqu'elle avait travaillé à l'IMEC lors de son travail sur Alain Robbe-Grillet. Merci de votre présence. Vous voulez dire un mot? Allez-y. Bonsoir. Eh bien, dire merci, parce que merci beaucoup, vraiment, puisque c'est un livre qui parle beaucoup de la question de la place, de se faire une place et d'être entendu. Alors, merci de m'avoir entendu, beaucoup, vraiment. Et merci de m'avoir lu aussi, voilà, avec autant d'attention. Merci beaucoup. Bravo. Nous vous remercions d'être là, d'être fidèles avec nous. Et au 12 mars.